Santé et éducation, le Burkina reçoit l'onction de ses partenaires. L'UNESCO, l'ONG Hélène Keller et l'organisation Initiative pour les micronutriments sont allés assurer les autorités burkinabées du renforcement de leur collaboration. Panique dans les établissements secondaires de Gawa. Une crise d'hystérie sévit depuis quelques temps avec une amplification les vendredis. Phénomène mystique ou scientifique, élèves et encadreurs s'interrogent. Et puis, liberté provisoire accordée à Oscar Pistorius. 2 heures d'explication sur les révélations de l'enquête ont permis au juge de libérer l'athlète sud-africain accusé du meurtre de sa petite amie. Une décision de justice qui ne fait pas que des heureux. Madame, Messieurs, bonsoir. Tour d'horizon de l'actualité entre la directrice générale de l'UNESCO et les autorités du Burkina. Tour à tour avec le président du Faso, le Premier ministre et la Première Dame du Burkina, Irina Bokova, a échangé sur la situation au Mali, les actions de l'UNESCO pour réhabiliter le patrimoine culturel malien détruit par les djihadistes et bien sûr l'éducation au Burkina. Les questions de santé, de genre et d'autonomisation des femmes n'ont pas été en reste. La synthèse de toutes ces audiences avec Maïmouna Traoré. En visite officielle au Burkina Faso, la directrice générale de l'UNESCO est venue féliciter le président du Faso, Blaise Compaoré, pour ses actions en faveur de la paix dans la sous-région ouest-africaine et surtout pour les efforts qu'il déploie dans la médiation au Mali. Entre Blaise Compaoré et son hôte, il a été aussi question de la réhabilitation des mausolées au nord Mali. J'ai aussi eu l'opportunité de partager nos efforts sur la nécessité d'avoir une culture de la paix dans la région et au-delà, qui est, je dirais, dans la mission initiale de l'UNESCO. J'ai partagé aussi mon impression sur ma visite au Mali, dont j'ai accompagné son Excellence le Président François Hollande récemment. Et on a décidé de rester en contact et je les encourageais aussi de continuer les efforts pour sécuriser le Mali et aussi d'avoir un dialogue sur l'unité nationale et la cohésion nationale au Mali. L'éducation, une problématique qui a été au cœur de ces échanges entre la première dame du Burkina Faso, Madame Chantal Compaoré, et la directrice générale de l'UNESCO. Irina Bokova a encouragé Madame Compaoré dans ses initiatives au profit de l'éducation de la jeune fille, de l'alphabétisation, de la santé de la mère et de l'enfant. On a beaucoup parlé du problème d'un combat qu'elle a mené depuis longtemps et que l'UNESCO aussi soutient contre l'excision des femmes. L'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies était vraiment en fait très importante. Nous avons beaucoup parlé de l'éducation, de l'alphabétisation, le besoin de continuer avec les efforts importants du gouvernement. La directrice générale de l'UNESCO a commencé sa série de rencontres avec les autorités burkinabées par cette visite de courtoisie au Premier ministre Benyon Luc Adolphe Tiao. L'éducation, mais aussi la santé sont les domaines de collaboration entre le Burkina et l'ONG Hélène Keller. La présidente de l'organisation a fait ce jour une revue de ses interventions au plan national avec le Premier ministre. Cette revue fait ressortir les besoins encore nombreux dans le domaine de l'éducation et de la santé dans notre pays. C'est un reportage. Voilà, nous suivons donc le reportage. On a parlé des programmes de Helen Keller International à Burkina Faso et c'est pour dire merci pour la collaboration avec le gouvernement. Parce qu'on travaille avec les ministères de la Santé, le ministère de l'Éducation. Nous travaillons pour prévenir la cécité et la malnutrition, mais aussi les maladies tropicaux négligées. Et il y a beaucoup à faire, mais il y a des solutions. On sait ce qu'on doit faire, c'est seulement qu'on doit le faire. Pour la nutrition des fermes, modèles des fermes protégées, pour les légumes et les fruits qui sont bien nourrissants, les programmes avec des médications pour le trachome, pour prévenir le trachome et l'onchocercose et la filariose. Donc ces maladies qui sont souvent très négligées, des programmes pour la malnutrition qui étaient assez sévères. Et aussi, il y a des programmes encore pour la nutrition et c'est la fortification de l'huile et de la farine avec des vitamines comme vitamine A qui est essentielle.
Voilà, les propos de la présidente de l'ONG, Hélène Keller, ont été recueillis par Claudine Bikaba. Santé toujours avec cette trouvaille dans la lutte contre les maladies des enfants. Le zinc sera utilisé dans le traitement des maladies diarrhéiques. Le programme de promotion de ce micronutriment a été porté à la connaissance de la première dame du Burkina, Eleonore Yerbanga. L'épouse du chef de l'État en compagnie d'une organisation œuvrant dans la lutte contre les carences en vitamines et minéraux chez les plus vulnérables que sont les enfants. Avec Chantal Compaoré, l'organisation Initiative pour les micronutriments échange sur un nouveau projet en vue d'aider les enfants de moins de 5 ans à travers l'introduction du zinc dans le traitement des maladies diarrhéiques. Presque chaque année, il y a plus que 22 000 enfants qui meurent inutilement de ce fléau, et c'est possible de traiter plus efficacement cette maladie avec le zinc et les sels de réhydratation orale, et ça réduit la fréquence des épisodes de diarrhée, et donc ça réduit également la mobilité et la mortalité des enfants. Il s'agit en effet de combiner l'utilisation du zinc à la thérapie par réhydratation orale pour traiter les diarrhées infantiles, et l'épouse du chef de l'État a réaffirmé son engagement à accompagner l'Organisation pour la santé des enfants burkinabés. De plus, l'initiative pour les micronutriments peut compter sur le soutien de partenaires canadiens pour jeter les bases de ce nouveau programme. Le concept qualité japonais sur la voie de la vulgarisation dans le secteur de la santé au Burkina. L'expérience qui a fait ses preuves à Banfoura fait des émules dans d'autres formations sanitaires au plan national. Les acteurs de la santé sont depuis ce matin à l'école de ce concept qualité venu du pays du soleil levant, un concept qui permet d'assurer une efficacité des soins avec des ressources limitées. Décryptage Wendata Nathalie Kaori. La qualité des soins est un élément essentiel pour établir la confiance entre les services de santé et la population. L'expérience du Japon en matière de qualité de soins a été une réussite pour l'hôpital de Banfoura, qui a été désigné en 2009 comme site pilote pour la mise en œuvre du concept qualité du Japon. C'est ainsi que les acteurs de la santé veulent étendre ce concept aux autres régions sanitaires du Burkina Faso. Nous avons des résultats assez intéressants avec l'hôpital de Banfoura. Donc, il reste à voir dans quelle mesure nous allons procéder à une implémentation aux autres niveaux du système. Donc, les travaux, ce sera un travail de sensibilisation de ces premiers responsables de formation sanitaire-là. Ils prendront le relais pour que dans leurs structures respectives, on puisse voir émerger une culture de qualité et des comportements de qualité. Le concept qualité du Japon permet donc d'améliorer la gestion des hôpitaux. La rencontre d'information sur ce concept a regroupé les directeurs régionaux de la santé, les directeurs d'hôpitaux et d'autres établissements de santé. C'est l'agence japonaise de la coopération qui a apporté son appui technique et financier pour la tenue de cette rencontre. Et les responsables du système sanitaire ont encore sollicité l'accompagnement de cette agence pour que l'utilisation de ce concept dans les formations sanitaires soit effective. Si le bitumage de l'axe Banfoura-Sendou est aujourd'hui un acquis, reste cependant d'autres préoccupations pour la population de Sendou. Le désenclavement total de la zone, l'autonomisation financière des femmes, l'emploi des jeunes et l'électrification sont entre autres les doléances formulées au Premier ministre. La rencontre entre le chef du gouvernement et les forces vives de Sendou s'est tenue hier en marge du lancement des travaux de construction de l'axe Banfoura-Sendou. Le point avec Rekia Sanou. À cette rencontre, les forces vives de Sendou ont tout d'abord exprimé leur satisfaction quant au lancement effectif des travaux de bitumage de l'axe qui relie leur ville à Banfoura, capitale de la région des Cascades. Cela fait un point en moins à la liste de leurs préoccupations, liste qui reste cependant longue. Face donc au chef du gouvernement burkinabé, anciens, jeunes, acteurs du secteur informel, du monde associatif et femmes de Sendou ont énuméré ce qui, pour eux, constitue des entraves à leur développement. Les préoccupations majeures font partie de l'aménagement, par exemple, des bas-fonds, pour permettre aux femmes de pouvoir, en matière agricole, être indépendantes. Bon, c'est une préoccupation que chaque fois qu'on a l'occasion, on profite de poser un ou deux problèmes.
Mais cette fois-ci, la réponse que j'ai eue nous donne un peu satisfaction par rapport à la réponse apportée par son Excellence. La question des fonds d'appui à la jeunesse, l'électricité, l'aménagement des routes transfrontalières et des pistes rurales se sont également invités à ces échanges directs. Je pense qu'à chaque fois on apprend beaucoup et ça montre souvent à travers ces échanges les insuffisances de notre administration, les insuffisances de nos techniciens. Mais également aussi, ça nous donne aussi l'occasion de donner des informations parce que souvent les gens n'ont pas d'informations sur ce que nous menons. Et je pense que comme ce matin, nous venons juste donc d'avoir des échanges très intéressants. Et des problèmes très concrets nous ont été posés. Et je crois qu'une fois de retour à Ouaga, avec les ministres concernés, nous allons nous pencher sur ces questions-là et apporter des réponses diligentes donc, aux populations. Des échanges, il en a également été question avec les élèves et le corps professoral du lycée provincial de Sendou. Après l'écoute et les encouragements, Béon Luc Adolphe Thiao a prodigué des conseils pour mieux réussir leur parcours à ses futurs dirigeants du pays. De la Léraba à la Komoé, les mêmes préoccupations exprimées par les populations. Les services publics visités par le Premier ministre témoignent de la nécessité de les doter en matériel en vue de l'amélioration de la prestation des agents. Le centre de santé de Nyangoloko, lui, vient d'accroître son parc automobile, un engagement de Luc Adolphe Thiao matérialisé par la remise d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades. Moumouni Barou. Le Premier ministre, Béon Luc Adolphe Thiao, en compagnie de quelques membres de son gouvernement, est accueilli en grande pompe par la population de la cité de Santa, entendons par là la ville de Nyangoloko. Le chef du gouvernement n'est pas venu les mains vides, il a fait un don d'une ambulance toute neuve à cette population suite à une promesse faite il y a seulement quelques mois. Je savais très bien que cette commune rencontre quelques difficultés. J'avais eu l'occasion l'année dernière de constater qu'effectivement, pour cette commune qui est totalement quand même assez loin d'un centre urbain et qui est également une ville frontalière, n'a pas d'ambulance. Du moins l'ambulance qui était totalement en panne et donc c'était difficile qu'elle puisse servir à évacuer les malades rapidement. Dans ce sens que j'ai plus donc de problème à bras le corps. Bon, il y a des problèmes d'ambulance à travers tout le Burkina Faso. Donc c'est en fonction d'abord effectivement des moyens dont nous disposions et des priorités que les ambulances sont affectées, tout comme nous venons donc d'affecter cette ambulance. Je suis très content de voir que la population est très heureuse au regard même de la forte mobilisation de ce soir et nous allons continuer cet effort. Un acte salué ici par la population bénéficiaire quand on sait que le centre médical est déficitaire en moyens de déplacement conséquents pour l'évacuation des malades. C'est vraiment un sentiment de grande joie parce que cette ambulance vient pour lever une grosse épine qu'on avait. Parce que depuis octobre 2011, le centre médical et toutes les formations aux alentours n'avaient plus d'ambulance pour effectuer les évacuations vers le CHR de Banfora. Donc vraiment cette ambulance vient lever cette grosse épine-là. Nous sommes très heureux vraiment de recevoir en visite officielle son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Et vous avez constaté avec nous que l'acte qui a été posé ce soir, c'est la remise officielle d'une ambulance à la population de Nyangoloko. Alors, c'est vraiment une joie totale. Le Premier ministre a également, dans son périple, visité certaines structures étatiques comme l'INERA, les services de sécurité, la douane, afin d'encourager les agents et se rendre compte de certaines réalités. On souhaitait en tout cas que les murs soient... Oui. Plus les chaises quand même. Les chaises. On peut le faire en environnement. Et même l'environnement du parc. Peut-être quand vous sortirez, vous aurez l'occasion de constater qu'il y a des trous, surtout en saison hivernale. Il y a des camions même qui tombent pratiquement ici, dès le virage. Essentiellement. Donc on veut vous encourager. Voilà, parce que c'est quand même que vous êtes dans un poste très sensible. Et aussi profiter de l'occasion pour vous féliciter pour tout ce que vous faites. En tout cas, la douane, depuis un certain temps quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait en matière de recouvrement, donc sérieux de travail. Donc, on va vous encourager et on va donc examiner ces questions et voir ce qu'on peut faire pour vous aider. En fin de visite à la cité de Santa, Luc Adolphe Thiao a exhorté la population à vivre en parfaite harmonie afin de contribuer à la consolidation de la paix.
À peine inaugurée, l'avenue de la Liberté connaît déjà de nouveaux travaux de réhabilitation. La montée de la nappe souterraine combinée à l'action des riverains serait la cause de cette dégradation précoce. C'est pour s'assurer de la qualité des travaux de réfection, de même que ceux effectués sur des ponts, que le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports s'est rendu sur les chantiers. Sur ses pas à Symphorien Somda. Nous sommes ici sur l'avenue de la Liberté, ex-avenue 56 à Ouagadougou. Cette avenue a été réceptionnée, inaugurée et rebaptisée le 10 juillet 2012 par le maire Simon Compaoré. Elle a enthousiasmé les Ouagalais, particulièrement les riverains. Une joie plutôt éphémère puisque quelques mois après, elle s'est dégradée. Vous voyez la quantité d'eau qu'il y a encore dans les parties décaissées, ce qui veut dire que nous sommes dans une zone véritablement très sensible, une zone où la nappe phréatique est très remontée. Et lorsque c'est comme ça, il faut trouver d'autres stratégies, d'autres techniques pour essayer de maîtriser donc la remontée de l'eau vers le terrain naturel. Face à cette situation, les autorités en charge des routes ont requis une expertise par le Laboratoire national du bâtiment qui a révélé qu'il fallait reprendre 3 sections sur le tronçon, une longueur de plus de 600 mètres. Il y a donc le drain hydraulique qu'ils sont en train de mettre en place à travers donc le concassé, les blocs de granit que vous voyez. Au-dessus de ça, ils vont mettre un certain nombre de matériaux qui permettent donc d'isoler, de stabiliser donc la couche de fondation. Au-dessus de la couche de fondation, ils mettront donc de la grave bitume. La grave bitume va permettre d'imperméabiliser quelque peu la chaussée pour que l'eau ne remonte pas. Et au-dessus de ça, enfin, ils remettront donc le béton bitumineux. Sur le pont de l'hôtel des finances de Ouidi, les travaux sont avancés. Le retard est dû à la lenteur pour lever les populations installées sur les chantiers. Quant au pont de l'église de la paroisse Jean 23, il y a une avancée notable et le ministre est satisfait de l'ensemble des travaux. Il faut surtout que nos entreprises communiquent davantage. Lorsqu'elles ont un chantier, il faut que dans la première des choses, elles puissent expliquer aux riverains qu'est-ce qu'elles sont venues faire, en quoi consiste le chantier, comment les travaux vont s'exécuter, quel sera l'impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie et leurs conditions de travail dans la zone. Le ministre lance un appel aux riverains d'éviter de jeter les eaux usées dans les caniveaux et surtout d'entretenir les installations pour l'assainissement de la ville de Ouagadougou. De quoi contribuer à l'amélioration de l'efficacité des efforts nationaux de promotion de l'emploi. Une étude nationale sur l'emploi des jeunes au Burkina vient d'être mise à la disposition du ministère en charge de ce secteur. L'étude initiée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a été conduite par le CAPES, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Yolande Lompo pour les précisions. Pour améliorer les efforts nationaux de promotion de l'emploi, une étude nationale sur l'emploi des jeunes au Burkina Faso, conduite par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, a été initiée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Concomitamment menée dans plusieurs pays d'Afrique, elle s'est déroulée au mois d'avril à mai 2012. Aujourd'hui, l'heure est à la validation des résultats de la présente étude, résumée dans ce document de 72 pages à travers discussions, amendements et recommandations. Le document donc aborde en fait un bilan donc, des efforts de promotion de l'emploi, c'est-à-dire depuis pendant les 10 dernières années. Voilà, avec l'objectif de connaître un peu les forces, les faiblesses et de voir dans quelle mesure on peut innover, n'est-ce pas, en matière de promotion donc de l'emploi, surtout des jeunes. On a procédé à une analyse critique de tout ce qui est initiative, de tout ce qui est politique en matière de création d'emplois. Participent à cette rencontre les fonds d'appui aux jeunes et à l'emploi, les partenaires techniques et les experts du domaine. Et au regard du déficit important de création d'emplois, les recommandations issues de cet atelier devront permettre la mise en œuvre d'actions et de réformes futures capables de booster les capacités d'emploi et d'auto-emploi des jeunes.
L'eau, source de vie, a aussi un coût pas toujours honoré par tous les utilisateurs. Le prélèvement abusif de la ressource, la pollution sont des facteurs qui mettent à mal la politique sectorielle du gouvernement en matière d'approvisionnement en eau potable. La problématique de la gestion de l'eau est justement le centre d'intérêt de la 26e session du Conseil national de l'eau, ouverte hier à Tinkodougou. Par Daniel Kambou. Le secteur de l'eau est un domaine transversal et pluridimensionnel. Approvisionnement en eau potable, assainissement, hydraulique agricole ou industrielle, pêche et élevage, il est au centre de plusieurs usages qui nécessitent une cohérence définie par une politique bien élaborée. Cette politique, c'est la gestion intégrée des ressources en eau soumise à l'examen de cette 26e session ordinaire du Conseil national de l'eau. La loi prévoit qu'il faut une contribution financière eau et tout ce qui prélève l'eau brute, soit pour les activités d'industrie, soit pour les activités minières, doivent payer cette eau-là, ces taxes-là. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Donc il faut que le Conseil, pendant ces 2 jours-là, puisse voir dans quelle mesure permettre vraiment à ce qu'on puisse, en tout cas, renflouer la caisse de cette CFE-là. Le programme va également porter sur les différentes réformes en matière de cadre et de mode de gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Il s'agit de jeter un regard sur l'enquête nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta. Le taux de couverture en matière d'assainissement pour la commune de Tinkodougou se situe autour de 4%. Si je ne prends que cet exemple, alors vous comprenez l'importance du travail qui reste à faire, à la fois pour le Conseil national de l'eau, mais aussi au niveau de l'État. C'est donc une ambition pour le gouvernement burkinabé, mettre à la disposition de toutes les couches socio-professionnelles de l'eau en quantité et en qualité. C'est un impératif dicté par la nature qui fait de l'eau l'une des sources principales de la vie. Objectif 2013, plus de 400 000 apprenants burkinabés. La campagne nationale d'alphabétisation lancée ce jeudi à Dori se veut ambitieuse afin de relever le défi de l'alphabétisation d'ici à 2015. Cette année, la réflexion est menée sur la place et le rôle des acteurs et actrices dans le contexte de l'accélération de l'alphabétisation. C'est Sylvestre Da pour le reportage. Depuis Dori dans le Sahel, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle à une mobilisation des acteurs du système éducatif du Burkina à l'entame de la campagne nationale d'alphabétisation 2013. Le mot d'ordre, diversifier les approches pour pouvoir atteindre les différents groupes spécifiques tels que les entrepreneurs agricoles, les acteurs de la médecine traditionnelle, les élus locaux, les talibés, les femmes et les soldats. Et cette année, ce que nous allons faire, c'est presque 1,5 million de Burkinabés vont pouvoir bénéficier de l'alphabétisation. Parce que c'est plus de 400 000 apprenants et apprenantes que nous visons à la fin de la campagne. Donc ça veut dire tout simplement que la stratégie porte et c'est une opportunité de mobiliser l'ensemble des acteurs du système. La présente campagne d'alphabétisation, placée sous le thème « Rôle et place des acteurs dans le contexte de l'accélération de l'alphabétisation », verra les partenariats intersectoriels renforcés. La société minière Ayam Gold et Sakan SA, par ailleurs parrain de la cérémonie de lancement et distingué éclaireur pour l'alphabétisation, entend multiplier ses actions aux côtés du département de Kumbaboli dans le plaidoyer en faveur de l'éducation non formelle. Le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, lui, financera l'ouverture de près de 14 000 centres d'alphabétisation et 124 centres d'éducation non formelle pour adolescents dans les 45 provinces. Pour l'État burkinabé et ses partenaires, investir dans l'alphabétisation est une alternative à la réalisation de l'éducation pour tous. Une stratégie également de lutter contre la pauvreté et cela s'accompagne d'aides financières. Ainsi, à ce lancement 2013 de la campagne nationale d'alphabétisation, l'association Riku et le groupement féminin Pamera ont reçu respectivement des chèques de plus de 18 millions et 19 millions de francs CFA. Un soutien dans leurs efforts en faveur du bien-être de la femme rurale. Sorcellerie, maraboutage, envoûtement ou phénomène scientifique, les mots se succèdent sans trouver la véritable cause aux crises d'hystérie qui sévissent depuis un certain temps dans les établissements secondaires de Gawa. Un mystère qui connaît son paroxysme les vendredis où des élèves entrent en transe perturbant momentanément les cours. Les phénomènes, pour le moment, restent sans explication. Draman Dadian. Sont-elles possédées par des esprits maléfiques ou est-ce des crises d'hystérie?
Ce ne sont que des hypothèses, mais le phénomène prend des tournures inquiétantes, les vendredis surtout. Des filles qui s'écroulent dans la quasi-totalité des lycées et collèges de Gawa, curieuses scènes auxquelles élèves, parents et enseignants restent sans solution. C'est un phénomène vraiment qui dépasse maintenant l'entendement humain, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de filles qui tombent, et lorsqu'elles tombent, bon, elles crient, soit en disant qu'elles arrivent, elles arrivent. Finalement, nous ne comprenons rien. Difficile à croire pour les esprits cartésiens, mais selon toute vraisemblance, ces êtres surnaturels errent dans les établissements secondaires de la cité du Bafoudy à l'affût des jeunes filles. Plus d'une cinquantaine auraient déjà été victimes, parfois évacuées aux urgences et recouvrent la santé, mais jusque-là, pas d'explication rationnelle à ce phénomène. Ce qu'on aurait entendu, c'est qu'elles voient souvent des images inexpliquées, des images étranges, et après, elles perdent connaissance. Quand elles viennent ici, après examen clinique, souvent on ne retrouve pas grand-chose. Voilà. Donc souvent il y a certains qui se calment tout seuls, on les endort, après elles se réveillent. Bon, nous les tranquillisons avec du Valium ou du diazépam, juste le temps d'atténuer l'agitation, parce que avec cette agitation, elles peuvent se blesser. Face à cette situation, les leaders coutumiers et religieux interpellés auraient fait des mains et des pieds, mais visiblement, le phénomène perdure dans les établissements et les cours momentanément perturbés. De rédactrice en chef à la direction de la RTB2 au bassin, Adissa Lucienne Toé gravit les échelons. La nouvelle directrice de la RTB2 au bassin a été installée ce vendredi par le directeur général de la RTB. La nouvelle promue entend accomplir sa mission avec l'accompagnement de tous les personnels. La passation de service avec Sanoua Christine Koulibaly. Après 5 ans passés à la tête de la RTB Ouest, aujourd'hui RTB2 au bassin, Nathalie Sommet passe le témoin à Adissa Lucienne Toé, celle-là même qui occupait jusque-là la fonction de rédactrice en chef à la RTB2 télé. Tout en mesurant le poids et l'ampleur du défi qui est sien, la nouvelle directrice entend mériter la confiance de sa hiérarchie avec l'appui de ses collaborateurs. Ce qui se présente à nous, c'est de faire véritablement de la RTB de Haut-Bassin une chaîne de proximité au service des populations de la région des Hauts-Bassins. Pour cela, je compte sur l'ensemble de mes collaborateurs, l'ensemble de tout le personnel de la RTB2 pour relever ce grand défi. Tout en se voulant modeste, la directrice sortante a jeté un regard rétrospectif sur les années passées à la tête de la première fille de la RTB. Nos réalisations pendant ces 5 ans parlent d'elles-mêmes. Et nos succès vantent nos mérites. Il suffit simplement, je dis simplement, de jeter un coup d'œil sur notre livre d'or pour voir la palette de personnalités qui nous a rendu visite pendant ces 5 ans pour savoir que nous avons fait l'objet de succès. Travailler à promouvoir la vision de la chaîne au cœur des grands événements dans toute sa composante, c'est l'appel lancé à la nouvelle directrice par le directeur général de la RTB, qui a également rendu un vibrant hommage à celle sortante. 10 bougies pour l'Institut Imagine, une décennie de formation continue et de professionnalisation au métier du cinéma. Le programme de commémoration de ce 10e anniversaire a été présenté à la presse hier après-midi. Expositions, colloques et projections cinématographiques vont meubler ces 2 semaines de commémoration placées sous le signe du don de l'Afrique au monde. Kadi Sanogo. L'Institut Imagine, qui souffle ses 10 bougies, est un institut international de formation continue et de perfectionnement au métier du cinéma, de la télévision et du multimédia. Imagine a été fondé en 2003 à Ouagadougou par le cinéaste Gaston Kaboré. En 10 ans d'existence, cette structure a organisé plus de 40 ateliers, des masterclass, panels, tables rondes et a hébergé plus de 800 personnes. Gaston Kaboré, étalon d'or de Nyenenga au FESPACO 97, grand homme de culture, veut faire de la formation son cheval de bataille. Pour ce faire, il est en partenariat avec plusieurs structures européennes qui dispensent souvent des formations à Imagine. On peut citer entre autres le CIRTEF, l'INA à Paris, CFI et TV5. Pour marquer d'une pierre blanche ce 10e anniversaire, plusieurs activités sont au programme.
Les deux activités phares, ce sont l'exposition et le colloque autour du thème « Le don de l'Afrique au monde ». L'exposition parle de ce que l'Afrique a amené au reste de l'humanité, dans la douleur parfois, ou dans l'émerveillement, dans l'émotion. Mais c'est aussi pour dire aux Africains, soyez fiers d'être ici. Et les jeunes ne devraient jamais, un seul jour de leur vie, penser que c'est un malheur d'être né en Afrique. Bien sûr, tous les jours ne sont pas roses. Il faut se battre. Il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez d'éducation, pas assez d'hôpitaux, de dispensaires, il n'y a pas assez même parfois, de nourriture pour tout le monde. Mais pour autant, c'est un continent qui a des ressources incroyables. Les activités commémoratives du 10e anniversaire de l'Institut Imagine débutent ce 22 février et vont s'étendre jusqu'au 9 mars prochain. En plus des expositions, il est prévu des panels et des projections cinématographiques au sein de la structure. Plus que quelques heures et le cinéma reprendra ses droits à Ouagadougou, à l'affiche de cette 23e édition, sans un film en compétition dont moins d'une demi-douzaine sont burkinabés. En compétition, un long métrage, seul Apolline Traoré va défendre le 7e art burkinabé avec Moi Zafira. Quelles sont ses chances? Va-t-elle rééditer l'exploit 16 ans après Gaston Kaboré? Élément de réponse avec Évariste Kombari. C'est demain que sera donné au stade du 4 août le clap d'ouverture de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Pas besoin d'une boule de cristal, encore moins d'interroger le sable pour savoir que Ouagadougou sera pendant plus d'une semaine la capitale du cinéma africain et le point de convergence des cinéastes, des techniciens du cinéma et des cinéphiles. Au cours de cette fête du cinéma africain, en compétition officielle, 101 films, toutes catégories confondues, seront diffusés dans les salles de cinéma, dont 19 films inscrits dans la catégorie fiction long métrage. Au total, 6 films du Burkina Faso vont tenter de porter haut le flambeau du cinéma burkinabé, au nombre desquels Moi Zafira de Apolline Traoré, le seul film burkinabé en compétition long métrage. Seule femme également en liste dans la catégorie fiction long métrage, Apolline Traoré aura face à elle une forêt de barbes. Mais attention, pas de barbu. La cinéaste burkinabé va rivaliser avec des grosses pointures du cinéma africain que sont Nabil Ayouch et Newton Adouaka, lauréats chacun de l'étalon d'or de Yenenga, respectivement en 2001 et en 2007. 20 ans après le sac de Idrissa Ouedraogo et 16 ans après celui de Gaston Kaboré, les seuls cinéastes burkinabés à avoir remporté l'étalon de Yenenga, Apolline Traoré tentera de relever le défi en mettant un terme à la longue disette qui n'a que trop duré. Au lendemain de la belle chevauchée des étalons en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, nous voudrions bien croire qu'Apolline, cette Amazone du cinéma burkinabé, parviendra enfin à offrir au Burkina son 3e étalon de Yenenga. Mais force est de reconnaître que sa mission s'annonce difficile, voire très difficile. Comme les 5 dernières éditions du FESPACO, celle de cette année est marquée par la crise du cinéma africain. Crise consécutive au manque de financement. Au plan national, ce sont quelques 45 millions de francs CFA qui ont été mis en 2012 à la disposition des cinéastes burkinabés. Un effort non négligeable du gouvernement, mais qui, en réalité, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. À la raréfaction des moyens financiers s'ajoute le manque de salles de cinéma. Ici et là, sur le continent africain, notamment en Afrique noire, les salles de cinéma se ferment les unes après les autres. Conséquence, le cinéma africain est de moins en moins vu par les cinéphiles africains. Dans un tel contexte, les questions suivantes s'imposent. Quel avenir pour le cinéma africain? Pour quel public les cinéastes africains produisent? Est-ce pour se convaincre qu'ils existent ou tout simplement pour se faire des sous? Combien de cinéphiles africains sont-ils à avoir vu le film marocain Pégase, lauréat de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO 2011? Ce n'est un secret pour personne. Le cinéma africain n'est pas au mieux de sa forme. Cette santé fragile, fort heureusement, ne se déteindra pas sur la fête. Parce que le FESPACO 2013, nous a-t-on laissé entendre, va révéler des œuvres cinématographiques de belle facture. Mais lequel des 19 films en compétition long métrage remportera l'étalon d'or de Yenenga? À la veille de l'ouverture de la 23e édition du FESPACO,
vous conviendrez cette fois avec nous qu'il nous faudra interroger le sable ou attendre tranquillement le soir du 2 mars pour découvrir le palmarès et savoir la destination que prendra le prestigieux trophée. D'ici là, n'oubliez pas, allez au cinéma. On ira tous au cinéma. Avec moi sur ce plateau, Évariste Kombari. Bonsoir Évariste. Mariam Vanessa, bonsoir. Alors, au regard des films en compétition à ce FESPACO, quels commentaires, que peut-on d'ores et déjà faire ressortir? Merci Mariam. C'est vrai qu'à ce festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il y a au moins plus de 100 films qui participent, mais moi je voudrais plutôt m'appesantir sur la compétition officielle, parce que c'est la compétition officielle qui intéresse, la fiction long métrage. Lorsqu'on jette un regard sur la compétition long métrage, on s'aperçoit qu'il y a 19 films qui sont là. Déjà, ce qui se dégage, c'est la présence des pays qui n'avaient pas l'habitude de participer au FESPACO. Ce sont lesquels? Il y a l'Angola qui est là avec 2 films, il y a le Mozambique qui est là, la Guinée-Bissau qui est là, il y a l'île Maurice qui est là. Donc déjà dans cette compétition, on se rend compte qu'il y a des non-habitués du FESPACO qui sont là. C'est la preuve que le FESPACO est véritablement... Voilà, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Exactement. Mais aussi quand on regarde, on constate qu'il y a des pays comme le Maroc qui sont toujours présents. Et là, le Maroc est présent avec 3 films. Et la dernière fois, et c'est ce pays qui est au niveau palmarès, qui a 3 fois les talents d'or de Yenenga. Quand on jette un regard, par contre, au niveau du Burkina Faso, c'est le recul. Nous sommes le pays hôte, mais c'est la première fois que le Burkina présente un seul film, avec Apolline Traoré, notre Amazone, que nous encourageons d'ailleurs. Mais on peut se poser la question, est-ce que le Burkina va gagner cette année les talents d'or Yenenga? Ça, c'est la grande question. Je vous pose la question. Bon, on peut pas... Bon, d'emblée, tout le monde a ses chances. Et pour parler de les talents d'or de Yenenga, pour gagner les talents d'or de Yenenga, il y a plusieurs critères, Mariam. C'est vrai, il y a l'histoire, il y a le scénario, mais il y a le thème. Et ensuite, il y a les images, il y a le son, il y a le jeu d'acteur. Le cinéaste qui aurait présenté une homogénéité en tenant compte du thème, les images, va repartir avec les talents d'or de Yenenga. Le thème, pourquoi? Lorsqu'on jette un regard sur les 3 derniers films qui ont remporté les talents d'or de Yenenga, on se rend compte que c'est des thèmes qui touchent l'Afrique. Il y a les enfants, il y a la guerre. Nous sommes aujourd'hui, on assiste à la montée, je ne vais pas dire du xénophobisme, mais plutôt la religion. Je veux parler du djihadisme, on entend au Mali ainsi un peu par là. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve à ce FESPACO des films qui touchent à cet aspect. Et donc, s'il y a un film qui vient avec une thématique qui se rapporte d'actualité, il va sans dire qu'il aura tout le regard des experts. Alors, il y a 19 films en compétition, de nouveaux pays également qui font leur entrée au FESPACO. Mais est-ce que parmi ces réalisateurs, il y a des réalisateurs confirmés? Des réalisateurs qui ont déjà apporté... Oui, Mariam, justement, Nabil Ayouf du Maroc revient avec les chevaux de Dieu. Cette année encore avec un autre film. Il a déjà eu les talents d'or de Yenenga. Newton Adwaka du Nigeria est là. Ça dit que c'est serré. À ma connaissance, jamais on n'a vu deux lauréats de les talents d'or de Yenenga présents dans une compétition. Ça veut dire que la compétition va être serrée. Déjà, il y a des habitués. On aura des films de qualité. On aura des films de qualité, ce qu'on nous a laissé entendre. Dommage que, par exemple, le film de notre compatriote, on n'a pas eu la chance de voir ce film pour savoir mesurer véritablement combien pèse ce film. Nous aurons tous la chance peut-être de le découvrir au cours de ce... On n'a pas eu la chance de voir le film en première. Voilà. On peut se demander quelles sont les chances de Apolline Traoré dans cette compétition. Bon, Mariam, vous voulez que je me jette à l'eau? C'est vrai, Apolline Traoré, c'est une jeune cinéaste. Il faut reconnaître d'abord qu'elle est jeune, elle a du talent. Elle a à plusieurs fois participé à les Talents d'Or et au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Elle a eu le temps d'apprendre sur les séries. Mais elle a eu le temps aussi d'apprendre aux côtés des cinéastes comme Idrissa Ouedraogo. Elle est aujourd'hui la seule femme en compétition. C'est déjà ça, il faut lui tirer. On lui tire notre chapeau. Maintenant, de là à dire qu'elle va avoir les talents, on voudrait bien qu'elle nous offre cet étalon. Mais je crois que ça va être difficile, Mariam. Mais elle a ses chances. Elle a ses chances, oui. On ne fera pas comme un certain expert en football qui a dit que le Burkina Faso n'allait pas franchir le premier tour. Mais nous, on pense que Apolline Traoré a ses chances. Voilà.
Voilà, bonne chance donc à nous tous. À nous tous, comme on dit. Voilà, merci Évariste. Nous poursuivons ce journal. Direction à présent la Guinée-Conakry, où la lutte contre l'impunité marque des points. Dans le collimateur, le commandant Sékou Resco Kamara, actuel gouverneur de Conakry, et ancien membre de la garde rapprochée du général Sekouba Konaté. La justice vient de l'inculper pour son rôle dans la répression de 2010 et des violences d'entre-deux tours de la présidentielle. Comme le commandant Kamara, d'autres proches de l'ancien président de la transition sont dans le viseur de la justice guinéenne. Voilà, ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.